Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce deuxième cours sur lequel je reprends des bases d'anatomie et de physiologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la structure du muscle et des mécanismes de contraction. C'est parti! Comme d'habitude, ces cours sont gratuits. Si vous voulez participer à la hauteur de vos moyens, je vous en remercie. Nous allons donc faire de la myologie, l'étude des muscles. On va bien faire la différence entre les muscles lisses, les intestins, l'estomac, les vaisseaux sanguins, le muscle cardiaque, le myocarde, et les muscles striés. Donc nous, là, on va s'occuper uniquement des muscles striés à contraction volontaire. Allez, c'est parti. Nous avons une masse musculaire composée de 640 muscles, alors plus ou moins, hein, il y a quelques muscles inconstants, notamment dans l'articulation du poignet, qui répondent à une organisation anatomique précise, qui sont responsables des mouvements volontaires, mais aussi des mouvements réflexes, ça on le verra sur un prochain cours, mais aussi de toutes les postures, la position du corps dans l'espace. Voici par exemple un schéma de l'organisation anatomique de la musculature humaine. Parmi les plus grosses masses musculaires, on aura le quadriceps et les fessiers. Nos muscles sont reliés aux os par des tendons qui permettent donc le mouvement de levier osseux. Du muscle tel qu'on le devine sous la peau, on va venir chercher l'unité la plus petite. On va commencer par les faisceaux de fibres, qui sont regroupés par paquets grâce à des fascias, des enveloppes. Nous avons ensuite l'unité de base, la fibre musculaire. Ensuite, nous avons les myofibrilles. On commence à rentrer dans la petite structure de la fibre. Certaines sont adaptées à la présence proche d'une insertion, d'autres parce qu'elles sont situées en zone centrale du muscle. Et enfin, le sarcomère, la structure contractile à l'état pur, qui est un agencement de protéines. Alors de protéines, il y a l'actine, les filaments minces, la myosine, les filaments épais. Au milieu de tout cet agencement musculaire circulent les vaisseaux sanguins, les artères et les veines, mais aussi tout le système nerveux qui permettra la contraction musculaire. Alors nous avons passé de l'anatomie descriptive à vraiment le fonctionnement mécanique du muscle, qui permet son raccourcissement. Le sarcomère, comme je vous l'ai dit, c'est la structure de base de la contraction. Il est composé de filaments fins d'actine et de filaments épais de myosine. Ce sont des protéines qui peuvent s'agripper entre elles et se tirer. L'idée est que lorsqu'elles se tractent l'une sur elles, elles réduisent les espaces existants dans le sarcomère. Il s'agit donc de ce qu'on appelle, ce que vous pourrez retrouver sous le nom de théorie des filaments glissants. On trouve aussi la présence d'une autre protéine, la tropomyosine, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Alors la théorie des filaments glissants est assez ancienne, elle date du milieu des années 50, c'est les travaux de Huxley et Hanson. Ce glissement, c'est vraiment le résultat de la formation de ponts d'union entre les têtes de myosine et certains sites des filaments d'actine. Tout ça est déclenché par une réaction chimique. L'hydrolyse de l'ATP, on reviendra sur l'ATP un petit peu plus loin, mais l'ATP libère de l'énergie qui est nécessaire à l'accrochage des têtes de myosine. Une fois que ces têtes de myosine sont accrochées à l'actine, il y a traction, et donc on fait glisser les filaments d'actine. Selon la force à développer ou selon la tension musculaire qui est créée, il y aura un raccourcissement du muscle, parce qu'on est capable de soulever la charge, ou alors création d'une contraction isométrique pour y résister. C'est vraiment la transformation de l'énergie chimique provenant de notre alimentation en énergie mécanique. Nous allons reprendre les étapes une par une. Il y a la formation d'un pont d'union. La myosine, qui a reçu de l'énergie provenant de l'hydrolyse de l'ATP, se lie au filament d'actine et forme un pont d'union. La seconde étape est la contraction, c'est vraiment la phase de raccourcissement du muscle. L'ATP est utilisé, donc on récupère un ADP et un phosphate, ce qui permet à la tête de myosine de s'accrocher et de tirer, de pivoter pour tracter l'actine et donc réduire la longueur du muscle. Un troisième temps, la tête de myosine se détache de l'actine. La tête de myosine peut, si le mouvement le demande, avoir recours une nouvelle fois à un ATP, hydrolysé, libération d'ADP et de phosphate, et de nouveau revenir s'accrocher à l'actine pour créer une nouvelle tension musculaire. Une fois que nous avons compris la théorie des filaments glissants, on va s'attaquer un petit peu aux différents types de fibres musculaires. Nous avons deux types de fibres, les fibres lentes, les fibres rapides. Les fibres lentes sont dites oxydatives, ou souvent on emploie le terme de fibres rouges, parce qu'elles utilisent la voie aérobie pour produire de l'énergie. Pourquoi rouge?
tout simplement parce qu'elles sont richement vascularisées. À l'opposé, nous avons les fibres rapides, principalement pour les exercices de type anaérobie, c'est-à-dire sans utilisation de l'oxygène, ça utilise la voie glycolytique. Alors, elles peuvent utiliser la voie oxydative en cas d'exercice d'endurance, mais elles ont une performance bien sûr moindre que les fibres lentes. Ce sont des fibres qui sont rapidement fatigables. Il faut avoir en tête que nous avons une répartition dans la typologie des fibres musculaires qui est quasiment de 50-50. 50% de fibres musculaires de type 1, 50% de fibres musculaires de type 2. Et parmi les fibres de type 2, nous avons les fibres de type 2A et 2B. C'est du 25-25%. 25% en règle générale de fibres 2A, 25% de fibres 2B. Après, ça varie un petit peu en fonction du muscle. Pour preuve, par exemple, le vaste externe du quadriceps, il est composé à peu près à 55% de fibre 1, 33% de fibre 2A, 15% de fibre 2B. Voilà à titre d'exemple un tableau regroupant aussi d'autres muscles, les jumeaux, donc les molaires, le vaste externe, solaire, triceps brachial, le biceps brachial, les deltoïdes, et vous voyez la répartition, le pourcentage de fibres 1, donc les fibres lentes sur ces muscles. Voici un tableau de synthèse, donc vous présentant les différentes qualités des fibres 1, les fibres lentes, les fibres 2, les fibres rapides, et donc là aussi la distinction entre les fibres 2A et 2B. Les fibres 1, ce sont les fibres oxydatives, les fibres de l'aérobie, de l'endurance, donc je vous rappelle c'est aussi celles qu'on appelle les fibres rouges, parce qu'elles ont une vascularisation sanguine importante. Leur taille, leur diamètre est relativement limité, et une vitesse de contraction aussi assez faible. On en parlera dans le prochain cours avec les unités motrices. Donc par contre, je viens de vous le dire, une vascularisation très importante. Et d'ailleurs, l'entraînement en endurance permet de développer cette vascularisation. La résistance à la fatigue est forte. C'est vraiment le muscle du marathonien, du cycliste sur route, du trailer, du skieur alpiniste, qui va utiliser en priorité comme substrat énergétique les sucres, donc les glucides, et sa forme stockée, le glycogène, et les lipides, les graisses, de manière préférentielle. Donc ensuite, nous avons les fibres 2A, qui sont référencées comme des fibres rapides, mais qui sont dans la possibilité d'utiliser la voie oxydative aérobie ou la voie anaérobie pour produire de l'énergie. Déjà, en termes de structure, ce sont des tailles de fibres musculaires plus importantes et des capacités de contraction un petit peu plus importantes que les fibres 1. Leur force aussi est supérieure. Leur vascularisation, par contre, on va se rendre compte que c'est bien plus limité. Donc c'est capable d'utiliser de l'oxygène pour oxyder les nutriments, mais pas forcément. La résistance à la fatigue est moyenne et une utilisation préférentielle des glucides pour des efforts. Ensuite, nous avons les fibres 2B, qui sont vraiment les fibres du sprinter, de l'effort violent, puissant, intense, donc l'haltérophile, le gymnaste, sont des fibres purement anaérobie, de taille et de vitesse de contraction assez importante. Donc il y a cette capacité de contracter des grosses masses musculaires pour générer beaucoup de force. Par contre, la vascularisation est très faible. Mais elle existe, bien sûr, parce que pour que le fonctionnement anaérobie soit optimal, il faut quand même qu'il y ait un petit minimum d'apport d'oxygène pour pouvoir notamment resynthétiser certains substrats. La résistance à la fatigue, elle est faible, avec une utilisation des glucides en priorité et une absence complète d'utilisation des lipides. En définitive, qu'est-ce qui fait la différence entre un haltérophile, là j'ai pris Souleymane hein, qui a été quand même triple champion olympique avec un total à plus de 340 kg, et un coureur à pied d'ultra distance, Kylian Jornet. Alors, ce qui fait la différence entre Souleymane et Kylian Jornet, mais ce qui fait aussi la différence entre chaque être humain, c'est un capital génétique. Je vous ai expliqué que nous avons tous une répartition qui est quasiment de 50% de fibres rapides, 50% de fibres lentes. Malgré tout, notre capital génétique fait que peut-être que nos fibres rapides sont extrêmement performantes, ce qui est le cas pour Souleymane, ce qui est le cas pour Usain Bolt, ou que dans certains cas, nos fibres lentes sont extrêmement performantes, ce qui est le cas pour Kylian Jornet. Si on rajoute à cela notre éducation physique, sportive, l'endroit où nous avons vécu, on sait que Kylian Jornet a grandi en altitude. Ça va permettre d'exprimer encore plus cet avantage génétique.
Et à partir d'un certain âge, lorsqu'on va commencer à parler vraiment d'entraînement, c'est l'entraînement qui va permettre d'optimiser le fonctionnement musculaire de ce capital génétique. Et voilà, c'est la fin de ce troisième cours. On se retrouve dans quelques jours pour la suite.